Trust TV est dans l'air pour aller plus loin, plus haut, plus vite. De l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion. Regardez. Je dirais honorer une prescription. Voilà, donc monsieur le député est sollicité à tort et à travers. D'accord. Voilà. Donc, je dis, si vous êtes élu et que vous entendez vous représenter aux élections, ah ben, si vous ne prenez pas garde, ah ben, il se peut, à la fin de la législature, si vous n'avez pas eu la chance d'être réélu, que vous soyez dans la rue. D'accord. Sans économie. Donc, c'est pour vous dire, ceux et celles qui ont eu à exercer des fonctions de parlementaire en Haïti durant ces 20 dernières années, si à la fin de leur mandature, ils mènent la vie belle, il faudra chercher ailleurs. Voilà, et en faisant la transition, parce que c'est cette même question que je voudrais également vous poser. Parce que quand on constate, en fonction de ce que gagne un député, même avec tous les privilèges confondus, quand on regarde certains députés, ils ont des palais estimant à des dizaines de millions de dollars américains en Haïti. Mais dans un pays sérieux, dans un système contrôlé, ne trouvez-vous pas qu'il y a un grave problème? C'est pour cela que j'ai terminé tout à l'heure en disant il faut chercher ailleurs. Puisque s'il revenait à comptabiliser et à regarder, à faire la somme des privilèges d'un parlementaire, c'est impossible pour quelqu'un qui a passé 4 ans, soit comme député ou 6 ans comme sénateur, puisse avoir autant de richesses. Okay. Je fais le constat comme vous, comme vos téléspectateurs, mais c'est à la justice, c'est aux institutions de se mettre à l'œuvre. D'accord. Bon, par contre, j'aimerais bien parler également de la morale en politique. La morale semble être un vœu pieux en politique. Que pensez-vous de l'éthique en politique? Si vous voyez bien, tout est lié, c'est en fonction pour pouvoir comprendre, parce que nous avons parlé de la corruption. On comprend qu'en Haïti, il y a un système de corruption institutionnalisé, généralisé, même en état de putréfaction, si on peut le dire. Et on constate que personne, je peux dire personne, ne fait rien pour que le système puisse être changé. Mais par conséquent, comment vous voyez l'éthique en politique? C'est ma question. Bon, évidemment, ça c'est un sujet très vaste. Max Weber a parlé de l'éthique morale, l'éthique de responsabilité, et d'autres grands penseurs philosophiques ont œuvré justement à débattre de cette question-là. Pierre Bourdieu, sociologue français, Edgar Morin. Chacun va de ses idées. Il y a plusieurs écoles, plusieurs courants de pensée quand on parle de l'éthique en politique. Mais l'éthique en politique devrait, me semble-t-il, résulter de la finalité même du politique. La politique, évidemment, c'est être au service de la cité, entre autres définitions. La politique, c'est contribuer justement à faire œuvre qui vaille en faveur des déshérités, en faveur du développement de votre pays. Donc, une fois que vous ayez écarté ces objectifs, une fois que vous n'ayez pas
user des efforts pour s'acquitter de ses objectifs, il est difficile de vous attribuer ce certificat d'éthique en politique. Voilà. Et la manière de faire également, la manière de se comporter, la manière de gouverner également. Donc tout ça répond à une certaine éthique en politique. Donc c'est pour cela que j'ai cité tantôt ces différents penseurs, puisque il n'y a pas l'unanimité. Celui qui est dictateur peut vous répondre carrément qu'il a de l'éthique politique, suivant son idéologie, sa conception. Mais pour le cas qui nous concerne, s'agissant de notre pays, je crois qu'il y a lieu, je ne dirais pas de réinventer l'éthique, mais d'inventer l'éthique politique, puisque nous sommes encore loin de cette éthique politique. Je dis nous sommes encore loin puisque ce n'est pas facile de trouver un homme ou une femme politique en Haïti qui admet ses erreurs. Or, l'éthique en politique demande d'admettre ses erreurs. D'ailleurs, parfois, il est dit l'erreur pardonnable, c'est la pertinence dans l'erreur qui est diabolique. C'est François Duvalier qui avait inventé cette citation, si je ne m'abuse. Il n'est pas interdit d'avoir commis des erreurs, mais c'est prendre conscience que des erreurs ont été commises et fait en sorte justement de ne pas pouvoir recommencer. Éthique en politique, c'est savoir également assumer son échec. Je me rappelle de cet homme politique français, probablement dans vos débats à Trans-TV, vous en parliez, Lionel Jospin, qui lors des élections de 2002, si je ne m'abuse, lorsqu'il n'a pas eu la chance d'accéder au second tour, il avait prononcé dans son discours une citation que je garde toujours en l'esprit, lorsqu'il a dit, face à la démagogie de la droite et à la dispersion de la gauche plurielle, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique française. Or, à l'époque, Jospin avait fait de son mieux pour remporter les élections, mais il a perdu les élections, effectivement, du fait de la dispersion, de la division de la gauche plurielle. Mais comme l'éthique d'un homme politique, il a assumé l'échec, en dépit du fait qu'il avait fait de son mieux. Donc, c'est ce qui nous manque en Haïti. C'est ce qui nous manque en Haïti. Et si nous essayons d'analyser votre question en termes d'éthique politique dans l'état actuel de notre pays en ce début d'année, avec le président Jovenel Moïse et son régime, c'est un président qui essaie toujours de trouver un bouc émissaire. Il se présente toujours comme le Ponce Pilate. Ça n'est pas moi, c'est la faute des autres. Ça n'est pas ma responsabilité, c'est la faute des autres. Or, quand vous êtes président de la République, vous avez la responsabilité d'assumer à la fois l'échec et la réussite. Vous ne pouvez pas toujours vous contenter de déléguer vos échecs aux autres, alors que vous êtes le président de la République, alors que vous avez reçu mandat pour conduire les destinées de la République. Il y a là un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique, quelqu'un qui ne veut jamais assumer ses échecs. D'accord. Mais par contre, en même temps, bon, revenons de nouveau en ce qui concerne de la corruption. Mais la corruption, est-ce une fatalité ou une défaillance de la citoyenneté en Haïti?
Bon, ça n'est pas une fatalité. Si l'on s'y prend à temps, disait Machiavel, il y a toujours moyen de se reprendre. Ça n'est pas une fatalité. Et c'est une défaillance. Et une défaillance qui résulte d'une forme de gouvernance. Puisque, vous l'avez dit et vous avez raison, la corruption est institutionnelle en Haïti. Ça n'est pas, je dirais, un oiseau qui sort du ciel et qui vient se poser sur la table. Non, au contraire, c'est celles et ceux qui ont la manette et qui, je dirais, se mettent ensemble pour faire de la corruption, puisque la corruption, ce n'est pas quelque chose qui est abstraite. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait corrompu et corrupteur. Donc, c'est pour cela que j'acquiesce que la corruption en Haïti est institutionnelle. Si je viens ici et vous solliciter pour faire quelque chose de très malsain, eh ben, si vous acceptiez, donc nous sommes les deux à avoir institué ce processus de corruption. Donc, ça n'est pas une fatalité, c'est une défaillance. Maintenant, pour remédier à cette défaillance, Haïti devra compter sur des hommes et des femmes qui fait de l'honnêteté, un dogme, qui fait de la responsabilité, je dirais, de conduire ce pays vers le progrès, un serment d'allégeance. Donc, une fois, que nous ayons à la tête du pays, au sein de nos institutions, cette conscience collective, nous allons nous démettre de cette corruption institutionnelle. Ok, d'accord. Bon, Monsieur Descollines, c'est que nous poursuivons notre échange. Par conséquent, il y a une chose qui a attiré mon attention. Vous avez débuté votre carrière politique dans quel parti? La première fois vous avez été élu, c'était... Alors, c'est un parti politique qui s'appelle l'Avenir. Ok. Voilà. C'était M. Préval, alors, non? C'était pas... Non. En fait, c'est un monsieur qui s'appelle Junior Prévost, qui fut coordonnateur de ce parti, mais il y avait Yves Cristallin, qui était député et qui fut également ministre, qui faisait partie de ce parti politique-là. Il y avait Dieu-Seul Simon Dera, l'ancien sénateur président du Sénat, et il y a également l'ancien maire de Croix-des-Bouquets, l'actuel directeur général de Radio Zénith. D'accord. Où est ce parti maintenant? Il n'est plus. Évanoui. Malheureusement. Voilà. Okay. Et votre deuxième mandat? Mon deuxième mandat, c'est le PHTK. PHTK. Mais si je comprends bien, en suivant les informations, en vous suivant et en regardant aussi votre biographie, maintenant vous vous êtes inscrit dans l'opposition. Alors, vous savez, la politique est dynamique. Okay. La politique est dynamique. Sous François Hollande, les socialistes étaient majoritaires à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. Voilà, c'est ça la dynamique politique. Maintenant, c'est important, vous avez effleuré cette question. Il est aussi, je crois qu'il est utile justement pendant quelques minutes que nos téléspectateurs puissent comprendre la problématique des partis politiques en Haïti. D'accord. Et c'est bien de me poser cette question. Très souvent, on reproche aux élus, sénateurs, députés, magistrats, d'avoir été élus sous une bannière politique et le lendemain, ils se retrouvent ailleurs. Mais il y a une citation que j'emprunte de Evans Paul, un ancien Premier ministre. Faut que nous deux pour nous danser tango. Tango, je crois que c'est la musique... L'Argentine. L'Argentine, voilà.
Donc, imaginez quelqu'un qui est candidat sur la bannière d'un parti politique, comme ce fut le cas de Abel Lécolline, votre serviteur, en 2010. J'ai eu la bannière de ce parti, j'ai été aux élections, je n'ai pas eu véritablement le soutien financier de ce parti politique. Ça veut dire que du PHTK? Non, le parti L'Avenir, qui est évanoui, qui n'existe plus. Aucun soutien politique, mais même pas le soutien politique non plus. J'ai été aux élections, j'ai gagné les élections, mon adversaire m'a contesté au sein des instances électorales. C'était à moi de me débrouiller pour trouver un avocat, etc. et faire les dépenses. Arrivé au Parlement, traditionnellement et généralement, une fois que vous êtes élu, vous êtes censé automatiquement membre du directoire du parti dans lequel vous êtes élu. Vous êtes élu. D'accord. Eh bien, il y a un problème en Haïti. Celui qui crée le parti se considère comme le souverain. D'accord. Voilà. Comme le souverain. Il est là, advienne que pourra. Donc, il est là et personne ne peut oser à lui ôter cette fonction de chef de son parti. Donc, imaginez dans cette situation-là, vous aurez toujours cette atmosphère et cette situation, que des élus sous telle bannière puissent se retrouver ailleurs, au niveau du Parlement. Parce que il n'y a pas une fidélisation dans les relations de part et d'autre. D'accord. Donc, c'est ça le grand drame d'Haïti. Donc, nous avons également besoin de partis politiques structurés, de partis politiques institutionnels. De partis politiques institutionnels, j'entends par institutionnel, c'est que il faut un calendrier pour l'organisation de congrès. Il faut respecter les lois. On ne peut pas vouloir demander de respecter la Constitution et de ne pas pouvoir vouloir respecter le règlement et fondamental de ce parti, de ce parti politique. Donc voilà, le problème de notre pays. Il y a beaucoup à faire, justement, sur le plan de la gouvernance, mais sur le plan institutionnel, sur le plan également des partis politiques en Haïti. Et le fait qu'il y ait ce comportement, je dirais, ça favorise l'éclosion des partis politiques en Haïti. Puisque Monsieur Portin, qui fut membre de parti X, qui attendait ou qui exigeait le respect des principes, au thème de 2 ans, de 3 ans de combat, et que vous vous retrouvez impuissant à faire appliquer ces principes, et vous prenez la poudre d'escampette et vous tirez les conséquences, et vous vous retrouvez soit comme fondateur d'un parti politique ou membre d'un autre parti politique. Malheureusement, c'est cette réalité qu'il faudra également changer dans notre fonctionnement pour que nous puissions donner naissance à de vrais partis politiques, de partis politiques qui se transforment comme école politique pour, je dirais, permettre à ce que
les idéologies soient clarifiées, pour que les idées de développement, les orientations, les projets de société puissent avoir plus de clarté et de compréhension au sein de la population. Et cela pourrait permettre aux citoyens de mieux voter. Parce qu'il y a aussi ça en Haïti. Quand vous avez un peuple qui ne sait pas voter, quand je dis qui ne sait pas voter, c'est que quand vous avez un peuple qui vote suivant un slogan, écoutez, tous les risques sont possibles. Monsieur Jovenel a été élu président de la République sur la base d'un slogan, Nek Banana. Nek Banana, rien d'autre. Si vous demandez à quelqu'un qui l'avait voté, mais pourquoi vous l'avez voté? Ah, c'était Nek Banana. D'accord? Ok. Sans se poser la question, est-ce que M. Jovenel avait la posture, la capacité, est-ce qu'il avait une certaine idée de la République, de la gouvernance? Personne, en tout cas, majorité monde qui était voté, pas de poser question ça. Ok, d'accord. Bon, maintenant, si toutefois vous auriez eu l'ambition pour pouvoir continuer, même pérenniser votre ambition politique, dans quelle mouvance vous voyez maintenant, en 2021? Alors, dans quelle mouvance? Quand il y a les élections en période électorale, c'est là que se dessinent les réalités des alliances. Okay. Les réalités des alliances. Donc, au moment où je vous parle, et très honnêtement, je ne suis pas en mesure totalement de vous répondre à cette question. Okay. Je suis dans la politique, je fais de la politique, je fais partie de plusieurs structures qui ne sont pas des partis politiques. Okay. Par exemple, il y a les visionnaires du plateau central, il y a le collectif. Donc, nous avons une certaine audience, pour ne pas dire une audience certaine. Nous avons une certaine visibilité, nous avons des personnes qui adhèrent à nos positions, à nos convictions. Maintenant, nous attendons le moment venu de faire l'analyse, je dirais, rationnelle et pour pouvoir dégager le consensus nécessaire en vue d'une plateforme politique, une plateforme dans laquelle nous pouvons avoir les mêmes orientations, nous pouvons avoir les mêmes convictions, nous pouvons avoir les mêmes desiderata quant, je dirais, aux velléités de sortir Haïti de l'impasse, de mettre Haïti sur la voie du développement, sur la voie de la prospérité, de la modernisation, de la transformation sociale. D'accord. Bon, maintenant, M. Decoline, nous allons mettre un peu de piment dans notre conversation. Cela veut dire que maintenant, en 2021, comment vous voyez le système en place? Comme tout à l'heure, vous l'avez effleuré un peu en parlant du président Jovenel Moïse. Quand on regarde maintenant, il n'y a plus de députés, il n'y a plus de sénateurs, plus de maires élus. Alors, le pouvoir, ou bien les pouvoirs, sont entre les mains d'une seule personne, d'un homme. Alors, comment vous voyez l'avenir d'Haïti en 2021? Comment ça va se passer pour vous? Quelle est votre proximité également vis-à-vis de ce pouvoir? Aucune proximité. Je suis de l'opposition et j'assume. Comme j'ai répondu tantôt, la politique est dynamique. Ma conviction, ce n'est pas le
le privilège d'abord, mais c'est comment puis-je contribuer à faire bouger les choses